C'est une réforme qui était inéluctable au Togo. Elle est désormais actée. Le mercredi 8 mai dernier, les députés togolais ont, au terme d'une journée marathon, voté pour une modification de la Constitution consacrant, entre autres, une limitation du nombre de mandats présidentiels pour une même personne et parfois des rallonges, comme c'est le cas pour les députés qui voient, entre autres, leur mandat passer de 5 à 6 ans, renouvelable 2 fois. Mais ces réformes qui consacrent sans doute certaines avancées dont nous aurons à parler au cours de ce plateau sont-elles pour autant du goût des milliers de Togolais qui ont 18 mois durant réclamé à travers des manifestations parfois violentes des réformes politiques, même si 90 députés sur 91 inscrits ont voté la réforme avec l'hymne national en point d'orgue, l'opposition ayant mobilisé des milliers de Togolais pour, entre autres, exiger ces réformes politiques, à boycotter les législatives ayant abouti à l'érection de ce Parlement taxé d'inféodé au régime en place. La coordinatrice de la plateforme C14 n'a pas hésité à dénoncer une réforme inacceptable tout en promettant de poursuivre la lutte pour l'alternance démocratique. L'option de retourner dans la rue n'est donc pas exclue pour l'opposition qui visiblement ira aux élections locales du 30 juin prochain après avoir boycotté les législatives. C'est en tout cas ce qu'envisage l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux élections? Togo, réforme constitutionnelle votée au Parlement, un test taillé sur mesure ou consacrant une amélioration? C'est la question que nous poserons au cours de l'émission du jour à chacun et à tous. Merci et bienvenue. Le plateau, on revient juste après ceci. À nos côtés aujourd'hui, Josperzo Anago, bonjour. Bonjour cher confrère, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Voilà, vous êtes journaliste, analyste, vous êtes également directeur de publication du quotidien béninois à La Dépêche. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Patrick Amon-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Josperzo Anago, ma question est pour vous. Avez-vous le sentiment que les volontés de réforme du peuple togolais sont respectées à travers ce vote? Non, pas du tout. Il n'y a qu'à observer le résultat de ces votes pour s'en convaincre. Non, ceci n'est pas l'expression réelle des aspirations du peuple togolais. Pourquoi? Oui, parce que on avait, depuis quelques années, on avait en fond l'une des revendications, à savoir fort Gnassingbé devrait mettre fin, du moins devrait se retirer de la vie politique. Ça, par exemple, l'opposition ne se l'est pas cachée. Et donc, durant des années de mouvements, de contestation, ça a été le leitmotiv parmi tant de revendications, au moins ça. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on constate? Ce que certains appellent des réformes novatrices. On constate, malheureusement, que Fort a encore bien d'années à faire, sinon jusqu'en 2030. Et là, on ne peut pas dire que cela rejoint les aspirations du peuple togolais, sinon de la majorité des Togolais. Non. Voilà. Patrick Amon-Pouillon, lors des débats, la proposition pour le mandat du président était de 7 ans, renouvelable une seule fois, proposition refusée par l'UFC. Finalement, UNIR l'a retirée. On est revenu à un mandat 5 ans, renouvelable une fois. Ça a permis d'avoir, on va dire, une large cohésion au sein donc des députés. Est-ce que cela ne consacre pas quelque part une avancée, puisque on quitte aujourd'hui un mandat illimité pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois pour le président de la République? Une grosse avancée. Une grosse avancée parce qu'au Togo, il n'y avait pas de limitation de mandat. Il y a désormais limitation de mandat. Une grosse avancée parce que même en France, les mandats des députés n'étaient pas limités. Aujourd'hui, dans un pays africain, les députés ont un certain nombre de mandats à faire. 18 ans au maximum. 18 ans au maximum. Une grosse avancée. Ensuite, lorsqu'on dit que ce n'est pas l'aspiration du peuple, chiche aux prochaines élections, que le peuple exprime son aspiration dans les urnes. Parce qu'on fait croire qu'il suffit que Faure soit capable d'être candidat pour que Faure soit président. Non, nous avons vu un pays comme le Sénégal qui a moins de liberté à l'époque
qu'aujourd'hui, au Togo, rappelez-vous, au temps de Wade, lorsque Wade voulait avoir son 3e mandat, c'était à coup de dictature, à coup de ceci et tout ça. Mais Wade a été battu dans les urnes. Or, au Togo, aujourd'hui, vous pouvez aller sur n'importe quelle radio et discuter de la vie politique du Togo. Les Togolais ont la possibilité de dire qu'ils ne sont pas d'accord et par rapport à ceci et tout ça. Et on n'a pas militarisé le Togo pour installer le Parlement. Donc, bref, vous comprenez qu'en réalité, les Togolais ont la possibilité, si c'est ça leur volonté, d'exprimer ça dans l'une. Je voudrais qu'on ne reproche pas au président Faure le fait que cette réforme qu'on vient d'obtenir aujourd'hui, il a proposé ça à l'opposition dans le temps. L'opposition aurait pu accepter ça dans le temps et combattre jusqu'à aujourd'hui pour avoir mieux. Mais non, on a refusé ça. Et vous vous rappelez qu'on a fait un débat ici où je vous ai dit que l'opposition va rester là à refuser ce qu'on lui propose jusqu'à le vent va encore passer. Aujourd'hui, le vent est passé. Ils ont dit marche. Je veux bien voir combien de Togolais accepteront de te mettre dans les urnes. Il y a une avancée. Et je voudrais aussi saluer le fait que le gouvernement togolais n'a pas fait du jusqu'au-boutisme par rapport à la proposition de l'UFC de ramener de 7 ans à 5 ans. Ça veut dire qu'eux aussi, ils sont dans une logique de dialogue. Et mieux, le président de Faure a rencontré la coalition C14 et discute avec eux pour voir comment les aider à rentrer dans les rangs. Le Togo se construit et je voudrais que nous puissions aller prendre d'abord ce qu'on nous a donné et maintenant travailler à plus. C'est des rapports de force. Le droit du travail n'a pas été donné dans le monde, il a été conquis. Et donc, si ceux qui doivent conquérir plus de choses ne savent pas le faire, ce n'est pas la faute du régime. Voilà. Pour Patrick Armand-Pouillon, il y a de grosses avancées. J'espère que ce n'est pas de cet avis. Est-ce qu'on peut réellement parler d'avancées quand un chef d'État est en poste jusqu'à potentiellement 2025-2030? On sait déjà que pour le moment, l'homme a fait 14 ans en tant que président du Togo. On va encore le tolérer, le soutenir, l'accompagner jusqu'en 2030. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à reprocher? D'abord, je ne voudrais pas titiller Coach Pouillon, mais je voudrais comprendre à travers ses propos qu'il y a un peu de parabole dont il a fait preuve, sans citer le nom d'un autre pays ou d'un pays. Il a fait une transposition. Autrement, je suis sûr que quelque part, il pourrait encore tenir des propos moins amicaux ou moins tendancieux vis-à-vis du Togo. Mais je voudrais dire ceci. Ce n'est pas une avancée. De mon point de vue, vous savez, le Togo n'est pas la propriété d'un clan ni d'un groupe politique ad vitam. Mais ce que nous venons de constater, Faure Gnassingbé pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux parce que depuis 2005, il est au pouvoir. Et voilà une opportunité qui s'offre à lui, peut-être pour faire preuve d'un peu de magnanimité à l'égard de son peuple. Et là, je me dis, c'est raté. Quand on dit que l'UFC y a pris une bonne part et a obtenu gain de cause, mais voyons, parfois on peut donner l'impression d'être à l'écoute d'une portion de la classe politique. Et en l'espèce, avec ces 6 députés, si je ne m'abuse, l'UFC aujourd'hui s'est arrogé le titre de chef de file de l'opposition. Vous voyez, quand on compare ce chiffre à ce qu'avait l'ANC notamment, le leader de l'ANC, quand même, c'est le jour et la nuit. Cependant, aujourd'hui, on se retrouve avec 2 chefs de file de l'opposition. Il y a l'un qui est extra parlementaire. Oui, officieux. Voilà, donc, est-ce que ce n'est pas bon? C'est vrai, il faut aussi dire qu'il faut reconnaître qu'en décembre dernier, en choisissant de ne pas aller en compétition, l'opposition avait fait une gaffe. C'est-à-dire c'était une erreur irréparable à la limite. Et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Parce que tout se décide véritablement au Parlement. Ça, je suis aussi d'accord. Je suis d'avis avec le coach pour dire que quelque part, il y a une certaine ouverture. Quand on compare ça à ce qui se passe au Bénin, pour être précis, il y a une certaine ouverture au niveau du Togo. L'expression est vive, ouverte.
Et ça, c'est une très bonne chose. Ça, je peux l'appeler une avancée qui est maintenue. Cependant, le résultat, au final, franchement, ça laisse à désirer parce que Faure pouvait aller mieux. Il pouvait faire mieux. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Patrick Amompouillon, on a déjà vu des dirigeants faire ce genre de constitution et découvrir lors des derniers mois de leur mandat que uniquement le peuple ou sinon la représentation parlementaire pouvait leur donner le droit ou non de continuer. Les exemples sont légion sur le continent. Nous voyons bien le président Alpha Condé aujourd'hui réclamer à corps et à cri le droit de poursuivre si le peuple qui est le sien lui donne le droit. On a vu le Tchadien modifier à plusieurs reprises la constitution du Tchad. Et qu'est-ce qui aujourd'hui permettrait à l'opposition d'avoir l'assurance que le président Faure, d'ici l'horizon 2025-2030, n'aurait pas envie, avec toujours cette majorité, on va dire, mécanique à l'Assemblée nationale, tordre le cou une nouvelle fois à la constitution et se maintenir au pouvoir? Vous savez, l'Afrique, on fait beaucoup d'analyses, mais vous savez, la stratégie est une science. Et si vous vous rappelez, tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons dit sur ce plateau. Nous l'avons prévu. On nous a insultés pour ça, parce que les opposants n'aimaient pas notre discours au lieu d'apprendre dedans. On a vu aujourd'hui. Vous savez, le Togo n'est pas la Guinée-Conakry. Le Togo n'est pas la Guinée-Conakry. Pourquoi? Vous savez, au Togo, l'opposition a la possibilité de participer aux élections et de créer une alternance dans les urnes. Comment donc? Les dernières élections législatives au Togo ont été les plus suivies, les plus millimétrées par la communauté internationale qui a suivi. Ça veut dire que si l'opposition avait participé, on aurait vu de façon électorale ce que vaut l'opposition togolaise. En 2013, au Palais des Congrès de Lomé, devant 2500 personnes, j'ai dit le jour-là que les élections qui devaient se passer 3 ou 4 jours après, que Dieu doit permettre que l'opposition ait suffisamment de députés pour quitter la rue et aller au Parlement, afin que le débat se fasse au Parlement. Et comme il a dit, ils en avaient eu 19. Maintenant, ils ont choisi de ne pas y aller. Je voudrais qu'on ne reproche pas au président Faure les erreurs des autres et qu'on ait le courage de dire aux opposants qu'ils auraient pu influencer ce vote s'ils avaient participé aux élections. Maintenant, qu'est-ce qui vous prouve que le président Faure va gagner les 2 prochaines élections? Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas le même Parlement qui serait là dans 10 ans, puisqu'il y aura une élection législative après, qui va modifier encore les rapports de force. Donc, nous ne sommes pas... Vous savez, au Togo, il y a des émissions radio où quand vous écoutez le débat qui se fait, vous vous demandez si c'est le régime dictatorial dont on parle qu'on est en train de vivre. Moi, je dis ce que je pense au Togo. Rappelez-vous, nous avons fait une émission ici où j'ai eu à dire ce que je pense de mauvais du régime togolais. Mais au lieu de m'insulter, j'ai reçu des coups de fil pour demander conseil, pour corriger les choses. Mais quand vous faites des analyses pour l'opposition, on vous insulte et on allie les mêmes erreurs. Est-ce la faute du président Faure si aucun opposant togolais ne peut avoir un projet présidentiel, ne peut avoir un budget pour faire campagne? Est-ce la faute du président Faure? Est-ce la faute du président Faure si l'opposition refuse d'aller aux élections? Donc voilà de quoi il s'agit. Maintenant, nous sommes dans aucun pays au monde, le pouvoir ne se donne. Il s'arrache. Et à partir de cet état, s'il n'y a rien en face, ce n'est pas la faute du président Faure. Jos Anango, n'y a-t-il pas suffisamment d'autocrates sur le continent à copier pour, pourquoi pas, pérenniser un règne, même si on institue, je vais le dire comme ça, un mandat renouvelable une seule fois? D'abord, je voudrais pas répondre du tac au tac au coach. J'adore bien cette prise de position et tout, mais je voudrais dire ceci. Il faut faire la part des choses. L'opposition togolaise n'était pas levée un beau matin pour décider de boycotter les législatives. Il y avait eu un certain nombre de revendications. Comme la réforme de la CENI, notamment. Qui, à ses yeux, n'ont pas été satisfaites. Et à partir de cet instant, parce qu'il y avait ces revendications qui leur tenaient à cœur. Alors, mais est-ce que c'est satisfait aujourd'hui? J'ai dit qu'il y a 2 choses. Il y a 2 choses. À l'époque, en décembre dernier, avant qu'elle n'opte pour le boycott, il y avait que sur la table, ils exigeaient des observateurs de la CEDEAO et autres que l'on
règle ces problèmes qui avaient été... Le gouvernement Faure avait promis y aller favorablement. Et c'est en cours de route qu'il y a eu des micmacs, des mal-donnes. Alors, l'opposition, et là, c'est la deuxième partie de mon observation, l'opposition pouvait donc choisir d'aller aux élections en ne tenant plus compte d'une manière aussi intransigeante de ces aspects qui n'ont pas été pris en compte par le pouvoir togolais. Bon, c'est là peut-être où il y a cette erreur. Maintenant, pour en venir à ce que vous aviez dit, mon cher confrère, j'ai dit, il n'y a que sous les tropiques, malheureusement, qu'on observe ce genre de choses. Et les nôtres, nos dirigeants, ont pour habitude d'aller en vacances ou se réfugier, soit en France, ou en Espagne et autres. Mais quand on observe les habitudes dans ces pays, finalement, on se demande, mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi être à l'image de ces pays-là? Ces pays qui refusent parfois d'extrader des citoyens africains parce que y a observé que les conditions ne sont pas bonnes. Mais en Afrique, c'est impossible simplement parce qu'en fait, chacun vient au pouvoir, il a ses turiféraires, il y a ses partisans, chacun il met ses idées, il met sa façon de voir les choses et se ferme au reste du monde. Il a soulevé tout à l'heure le cas du Togo où les gens peuvent s'exprimer comme ils l'entendent. Bon, moi, je voudrais dire ceci, c'est vrai, c'est pas amusant, mais je voudrais comparer ça aussi au Cameroun, où on a offert le football aux Camerounais. Il y a de la bonne bière, il y a du foot, et puis basta, en matière de politique, rien. Paul Biya a tout verrouillé. On va au Togo, je ne voudrais pas insulter mes frères du Togo, c'est presque la même chose. C'est-à-dire, le tout ne suffit pas de laisser seulement parler. Mais si le pouvoir est suffisamment fort, suffisamment puissant pour verrouiller les autres issues, on a beau organiser des élections, ça ne marchera pas. C'est ça aussi. On a beau organiser des élections. C'est dans ce même Togo qu'on a suivi il y a quelques années, où des unes se transportaient sur la tête. Coach, vous vous en rappelez comme si c'était encore hier. Bon, aujourd'hui, ça va, il y a eu un effort de fait. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais si on est en face d'un régime qui est capable, soit de vous empêcher d'aller aux élections, vous pouvez tout mettre en œuvre, vous n'irez pas aux élections. C'est comme le cas du Bénin. Au Togo, on n'empêche pas. Oui, non, je suis d'accord, mais il faut comparer deux choses comparables. Donc, quand on vient au Bénin, on se rend compte que l'opposition est prête pour aller aux élections. Mais on lui dit, niet, vous n'irez pas, par exemple. On a tout mis en œuvre. Au Togo, l'opposition a dit, nous n'irons pas, parce que quelque part, on a verrouillé certaines choses et on sait que ça fâche. Bon, donc en gros, c'est que sous les tropiques, quand on ne veut pas de vous, on s'arrange pour que jamais vous ne soyez capable d'aller. Ça aussi, c'est le cas. Et je pense qu'au Togo, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, nous allons parler, messieurs, de quelques articles qui fâchent aujourd'hui. Les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leur mandat présidentiel. C'est l'article 75 des nouveaux textes constitutionnels qui le dit. Patrick Carmon-Poyon, j'ai envie de vous demander, sommes-nous toujours dans une gouvernance de type démocratique ou une gouvernance où tout le monde a les mêmes droits devant la justice? Non, tout le monde n'a pas les mêmes droits. En Afrique, ce n'est pas le cas. Les anciens présidents sont des icônes. Et vous savez que dans chaque pays africain, Wade a dit au Sénégal qu'il faut brûler les urnes. Vous croyez que d'autres citoyens l'auraient dit et on ne l'aurait pas arrêté? Ça veut dire que même si on ne l'écrit pas dans une constitution, le peuple africain n'a pas la culture de laisser toucher à ces icônes. Allez demander au président Patrice Talon. A-t-on besoin de l'écrire dans la constitution togolaise? Pardon? A-t-on besoin de l'écrire dans la constitution togolaise? Bon, moi, vous savez, c'est-à-dire que la construction de l'Afrique doit se passer des virgules et des points-virgules. Il faut plus de stratégie, il faut élever le débat. Vous prenez pas, c'est pas en Afrique seulement, vous prenez même la France. On dit pourquoi le président français allait à l'aéroport saluer les otages alors que les militaires sont morts. Vous voyez, c'est-à-dire, tout est politique. Il faut tout politiser. Il faut tout politiser. Moi, je dis, ce qui doit intéresser l'opposition togolaise, ce n'est pas fort, ce n'est pas la constitution. C'est comment s'organiser pour pouvoir créer l'alternance dans les urnes. Mais, vous savez, je vous donne un exemple. Il a voulu qu'on en parle, parlons-en.
Regardez au Bénin. Malgré tout ce que le président Talon maîtrise, l'opposition dit qu'il nous permette seulement d'être sur la liste. Malgré tout ce qui a été mis en place, qu'il nous permette seulement. Pourquoi? Parce que l'opposition béninoise est beaucoup, même s'ils ont aussi beaucoup de défauts, ils sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés et beaucoup plus de moyens que l'opposition togolaise. Ils ont plus de cadres, ils ont plus de... Donc c'est pour dire, ne dites pas au président Faure qu'il doit prendre le pouvoir et donner cadeau. Et donc si vous revenez à cet article dont vous êtes en train de parler, mais il a la majorité. Pourquoi le président Patrice Talon fait tout pour avoir la majorité? C'est pour pouvoir tailler des lois pour l'arranger. Pourquoi l'opposition béninoise veut empêcher ça? Pour empêcher qu'on puisse tailler des lois pour arranger le chef de l'État. Maintenant, vous avez refusé d'aller aux élections. Le gars a la majorité. Et il va dire, votez Nati pour dire que quand il va quitter le pouvoir, on n'a qu'à me mettre en prison. C'est ça? Non, les amis, réfléchissons. Votre réaction sur l'article 75 des nouveaux textes constitutionnels au Togo? Non, franchement, on a écouté les Togolais. Beaucoup de Togolais, je ne voudrais pas dire que tous les Togolais, beaucoup de Togolais n'étaient pas d'accord par rapport à cette disposition. Et cet article 75, ça gêne. Ça gêne, et je sais que ça gêne même des Togolais. En ce sens que l'état de droit est banni d'office. Ce n'est pas parce qu'on a, qu'un ancien président de la République est passé devant les tribunaux que pour autant il est condamné, passé à la potence. Non. Mais c'est pour montrer la vigueur de la justice. Mais l'Afrique n'est quand même pas un continent dénué de justice. Quand il n'y avait même pas ces organisations modernes, l'Afrique a fait une organisation, une structure civilisée. Nous avons une civilisation en Afrique aussi, où il n'y avait pas de la place pour l'injustice. Mais ça peut ne pas s'appeler état de droit, mais cela a existé aussi. Donc, c'est là où je voudrais dire au coach que non, même en Afrique, il peut y avoir ce qui ressemblerait à un état de droit, où vous aviez mal géré. Vous aviez été même un monarque en Afrique, dans notre Afrique, d'une certaine époque, vous serez jugé. Parce que vous aviez mal géré, vous serez jugé. Bon, maintenant, si vous êtes certain de gérer comme bon vous semble et de ne pas vous en inquiéter, là, quelque part, ça pose un autre problème. Ça pose un gros problème dans la mesure où, aujourd'hui, d'office, ancien président, Dieu seul sait qu'il n'y en a pas en arrière. Il n'y en a pas. On ne peut pas compter 2 anciens présidents togolais. À l'heure où nous parlons. On a un qui n'est même pas ancien. Il y en a? Non. Il n'y a pas un seul ancien président. Et le tout prochain, peut-être d'ici 30 ans ou peut-être plus, pour aller dans votre sens, ce serait peut-être dans 50 ans qu'on en comptera peut-être, je dis peut-être, un ancien qui s'offre déjà ses privilèges ou ses sauf-conduits. Ça pose un véritable problème, quelque part, pas seulement du point de vue organisationnel, mais quelque part, de façon intrinsèque, ça gêne. Quand on est africain, ça doit gêner aussi, parce que les autres pays qui interpellent leurs présidents, leurs anciens présidents, il y en a même en Afrique du Sud. Un président était en exercice. Le président Jacob Zuma a été traduit devant les tribunaux. Oui. Oh, il est député maintenant. Non, mais... Ah non, il n'est pas candidat. Il a été candidat, il est député. Il n'est pas candidat. Comment? Il n'est pas candidat. Il a renoncé à son poste de député. Oui. Il a renoncé. Il y a suffisamment d'affaires face à Jacob Zuma. Allons même en France, Patrick c'est ça qui a fait dégringoler le président Sarkozy a maillé à partie avec la justice française. Mais ça va finir où? Oui, mais c'est déjà le symbole. Au fait, Patrick Amopoyon, est-ce que sous nos tropiques, où nous avons des chefs d'État qui ont droit de vie et de mort sur tout citoyen, est-ce qu'on doit permettre à ces surhommes-là que nous connaissons déjà, avec les pleins pouvoirs, avec tous les droits, avec aucun devoir, est-ce qu'on doit permettre à ces surhommes-là d'avoir encore la possibilité, même après l'exercice du pouvoir, de ne répondre à rien du tout? Mais est-ce que cela ne pose pas fondamentalement le problème, c'est que vous pensez que cet article 75 fait que le président togolais, à la fin de son mandat, ne répondra de rien. Il ne répondra de rien devant les juridictions togolaises.
C'est-à-dire que il ne répondra de rien devant les juridictions togolaises. Mais il y a plein de juridictions dans le monde qui ne sont pas liées par cet article 75. Mais Togo est l'État souverain. Togo est souverain. Non, voilà l'erreur. C'est-à-dire que ces postures nous causent des morts. Ces postures nous causent des morts. Parce que même si cet article n'existait pas, poursuivre le président Faure au Togo, après qu'il ait quitté le pouvoir, vous allez encore causer des morts. Regardez les Burkinabés. Ils sont en train de vouloir juger Blaise Compaoré pour un crime dont on n'a pas vu le corps. Or, en droit, on dit qu'il n'y a pas de crime quand on n'a pas vu le corps. On n'a pas le corps, on n'a pas l'âme du crime. Et on veut juger. Et à cause de ça, le pays est déchiqueté. Et c'est ça qu'on veut organiser. Et c'est cette posture. Il faut que, non. Moi, je dis, s'il faut donner l'immunité à tous les chefs d'État africains pour qu'ils nous collent la paix, donnons-leur l'immunité pour qu'ils nous collent la paix. Le Bénin l'a fait en 89, 90. Donc vraiment, moi, je dis, je ne vois pas pourquoi cet article-là, qui a une portée limitée. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai la majorité, je fais quelque chose et on passe tout le temps à se focaliser là-dessus. Non, nous devons nous organiser. Comment faire en sorte qu'aux prochaines élections, les rapports de force changent pour que la possibilité puisse exister de revenir sur ces choses-là. Mais nous, on pleure. Et on va gérer ça jusqu'aux élections municipales. On va tout tenter de parler de l'article 75. Pendant ce temps, le régime au pouvoir est en train de préparer les élections municipales. Et voilà, on va dire après, il y a fraude. Non! Occupons-nous de ce sur quoi. Moi, je travaille par secte d'influence et non par secte de préoccupation. Qu'est-ce que l'opposition peut modifier aujourd'hui? Travaillons sur ça que de dire on va être là à pleurer, à pleurnicher. Secte d'influence et non secte de préoccupation. Et surtout, éduquons nos hommes politiques de tous bords. Éduquons notre peuple à la citoyenneté, à comprendre que lorsqu'il y a vote et que vous boycottez l'une, vous n'êtes pas allé voter, vous subissez les conséquences. Donc il faut qu'on éduque le peuple. Mais quand on dit élection, même en France et partout, on boycotte. Après on dit, ce gouvernement ne me représente pas. Non, il fallait aller voter pour donner ta caution à quelqu'un et tout ça. Donc c'est très important que nous éduquons le peuple à ne pas rester là à dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Non, il faut que les rapports de force, c'est comme ça qu'on construit la réalité. Jospin Zouanago, le texte constitutionnel peut paraître parfois ambivalent. On dit le chef de l'État ne peut répondre devant rien, ni jamais être interpellé, mais après on dit que on peut peut-être l'interroger devant la haute cour de justice. On a l'impression qu'on dit une chose et son contraire dans le même texte. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas nouveau, Togo. Chez nous ici, vous regardez nos deux tests de loi qui nous ont conduit à ces élections controversées. Vous verrez bien que cet incident, ou c'est fait exprès, ou ça a échappé aux législateurs et ça se retrouve ainsi. Mais moi, je voudrais dire, le coach m'intéresse bien, parce que tantôt il disait qu'il faut éduquer, les populations, il faut éduquer le peuple. Mais peut-on aller éduquer le peuple sans un contenu? Il faut un contenu. Lorsque l'opposition togolaise ou ceux qui doivent éduquer les partisans d'un bord donné, ils vont devant ce peuple sans un contenu. Déjà, cet article 75 à lui seul constitue un élément pédagogique fondamental par lequel on peut éduquer. Si le coach dit qu'il ne trouve pas de raison à ce qu'on ressasse chaque fois cet élément, comment le peuple peut être au courant? Comment le peuple pourrait comprendre qu'on l'on tord le cou à la bienséance? La bienséance, c'est quoi? Vous gérez, on vous demande le compte. Aujourd'hui, dans l'administration togolaise, le fonctionnaire, quand il détourne ou quand il commet un impair, il est passible de peine ou autre. Il passe devant les tribunaux. Si le premier des Togolais ne peut pas répondre, je ne parle même pas de forcement, un autre président pourrait venir. Mais si lui, après sa gestion des affaires au plus haut niveau du pays, ne pourrait pas être inquiété, ça pose un problème. Ça veut dire que dès l'entrée en fonction, on est couvert d'immunité. On peut poser tous les actes, y compris même des crimes de sang. Je ne parle pas du Togo forcément. Et là, parce que ça va inspirer, ça là, ce qui se passe là, ça inspire déjà forcément d'autres. Tout à fait. Et pas loin du Togo. Alors, Patrick Armand-Pouillon, aujourd'hui, le Togo se prépare à une nouvelle séquence politique, puisque d'ici le 30 juin, ce sera les
la première fois, hein, donc depuis 30 ans qu'on parle d'élections locales. Est-ce que selon vous, aller aux élections locales, c'est une avancée pour le Togo d'aujourd'hui? Ah oui, ah oui, parce que ça permet de rattraper d'autres. Parce que je vais vous dire une chose, et j'espère qu'on m'écoutera et partout en Afrique. C'est-à-dire que quand vous transformez un leader politique en chômeur, il va pourrir votre vie. C'est-à-dire que quand profession politicien et vous le transformez en chômeur, vous ne dormirez pas. Donc à partir de cet instant, l'élection municipale va permettre au gouvernement togolais de permettre aux politiciens de ne pas être au chômage. Parce que le politicien, je l'ai dit en 2013 au Palais des Congrès de Lomé, je dis, si l'opposition n'est pas au Parlement, ils seront dans la rue. Et donc, il faut les mettre dans les institutions pour leur permettre de ne pas être dans la rue. Donc, les élections municipales, encore que c'est déjà heureux qu'aujourd'hui, le Togo soit plus ou moins apaisé, qu'il y ait un dialogue entre le chef de l'État et la coalition des partis radicaux de l'opposition, mais aussi cette élection municipale doit permettre qu'on puisse, et je crois que même il faut même ne pas mettre de candidats à certains endroits pour permettre à l'opposition de gagner. Mais je vous assure, c'est comme ça la stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'amateurisme. Je voudrais insister dans cette émission sur le fait que la vie politique n'est pas de l'aventure. La vie politique n'est pas je gagne et je fonce. Parce qu'à force de gagner sans la manière, on finit par se perdre. On finit par perdre la face, on finit par, c'est-à-dire perdre tout. On dit l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Donc bref, c'est pour dire que ça va être une avancée pour le Togo énorme. Hein, parce que souvent, vous voyez, quand on est dans ces débats, en voulant dire suffisamment ce que l'opposition doit apprendre, ça donne l'impression qu'on supporte un camp. Non, ici, il s'agit de faire de la pédagogie. Aujourd'hui, le président Faure fait preuve de beaucoup de stratégies. Il faut que l'opposition puisse rattraper son retard stratégique pour pouvoir concurrencer le président Faure. Voilà, Jospin Ouedraogo, votre avis? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai noté plutôt deux avancées notables qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que le coach avait dit. La première avancée, c'est qu'il y a un rattrapage sur pratiquement 20 ans. Il n'y a pas eu d'élection locale au Togo. Ça, je considère que c'est une avancée. La deuxième, qui n'est pas moindre, c'est que contrairement au Bénin, où les élections ont un caractère censitaire, au Togo, on note que pour ces élections, pour ces échéances locales, par exemple, pour les hommes, c'est 20 ans, c'est 20 000 francs de frais de participation, et pour les femmes, c'est 10 000 francs CFA. Moi, je voudrais noter ces deux éléments comme étant des avancées. Pour permettre aux Togolais lambda d'aspirer à améliorer son quotidien. Tout à fait, parce qu'on ne peut que comparer des choses comparables. Transposer dans mon pays, moi je me dis, c'est une grosse avancée, parce que chez nous, il faut commencer par cotiser dès le bas âge, et puis après 20 ans, peut-être, vous pourrez aspirer, et encore que vous avez déjà cotisé vos petits sous, on vous dit un beau matin, vous les déposez au trésor, et puis on vous dit, vous n'irez plus aux élections. Donc, ce n'est pas la même chose comparé au Togo, et je dis que c'est une avancée. Ça, c'est vrai. Mais passer ces deux éléments, je dis, il y a mieux à faire. On peut améliorer le système au Togo. C'est déjà une bonne chose, mais on peut l'améliorer. On a eu des députés élus ici au Bénin qui ont recommandé aux jeunes d'aller contracter des prêts en banque pour candidater aux élections législatives. Cela me fait rire. Patrick Amampoyo, aujourd'hui, on a l'impression que l'ANC de Jean-Pierre Fabre ira à ces élections municipales-là, locales. Qu'est-ce qui a changé de décembre à aujourd'hui pour que l'ANC soit dans cette nouvelle dynamique-là? Au fait, il faut reconnaître simplement que l'ANC a compris ce qu'on disait ici il y a plusieurs mois. Il a compris que ce n'est pas dans le va-t-en-guerre qu'on fait des avancées politiques. Et que la rue dans nos pays francophones, qui est différent des pays anglophones, ne reste pas longtemps. Et lorsque vous avez la rue en votre faveur, il faut accepter tout ce que l'autre, sous pression,
vous donne avant de demander plus. Aujourd'hui, ils n'ont que les élections municipales. Ils avaient énormément de possibilités. Ces réformes dont on parle, on aurait pu l'avoir avec le mandat actuel du président Faure, considéré comme un mandat. On aurait pu l'avoir si l'opposition avait accepté de dialoguer dans ce sens. Donc, non, bref... Le régime du président, je ne vous arrête pas, le régime du président Faure n'a jamais consenti à mettre l'actuel mandat en jeu. Le régime du président Faure a proposé ce qui est passé maintenant, mais c'est avant discussion. Le régime du président Faure, cette fois-ci aussi, a proposé 7 ans, renouvelable 2 fois. Mais après discussion, ils sont venus à 5 ans. Ça veut dire que c'est dans la discussion, dans la perspective de trouver un compromis qu'ils auraient pu demander. Parce que ce qu'ils demandaient, les deux demandaient des choses opposées. Les deux demandaient fin maintenant. Les autres disaient, nous voulons encore que le compteur soit mis à 0. Dans ces conditions, la CEDEAO même était dans une logique de négocier un compromis au milieu. Mais on est en face de personnes qui disent c'est ce que nous on veut seulement. Résultat, il n'y a pas eu de discussion. La preuve que le gouvernement est prêt à faire des pas en avant, ils ont fait des pas en avant maintenant. Donc bref, ce qui a changé maintenant, c'est que l'opposition togolaise s'est rendue compte de ses erreurs et a décidé de ne pas rester au chômage et donc d'aller aux élections municipales. Patrick Amopoyon, est-ce que dans sa grandeur d'homme d'État, le président Faure n'aurait pas pu remettre ce mandat qu'il est en train de finir en jeu pour, pourquoi pas, candidater uniquement pour 2025? Est-ce que cela n'aurait pas, je dirais, ramené un peu la pression ou la tension à 0? D'abord, première chose, c'est pas exclu qu'on puisse revenir là-dessus. Il faut changer les rapports de force. Les rapports de force aujourd'hui sont en faveur de ça. Et s'il donne ça, et que les rapports de force changent demain, et qu'on lui demande de revenir encore derrière, vous allez dire quoi? Ça c'est un. Nous ne sommes pas en 2020. Le président Faure n'est pas encore candidat. Les rapports de force peuvent changer aux élections municipales. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, au fait, souvent les gens disent le président Faure n'a qu'à se retirer. Le président Faure n'a qu'à se retirer. Mais si le président Faure se retire, est-ce qu'il pense que ça fait gagner l'opposition? Non. Résultat, nous ne savons pas. Si derrière le président Faure, on va nous amener un général de la trempe de Yadema qui va recommencer par tabasser tout le monde. Vous savez, le Bénin a fait des soi-disant avancées démocratiques. Mais on est dans l'avancée démocratique aujourd'hui? Non. Allons-y pas à pas, stratégie, méthodique, et que ceux qui sont en face nous proposent un projet capable de battre le président Faure. Voilà de quoi il s'agit. En stratégie, là, il n'y a aucune école de stratégie qui dit que parce qu'on est dans un régime africain, on ne peut pas battre le président en exercice. Il n'y a aucune école de stratégie qui peut enseigner ça. Vous avez vu tout récemment les leçons que Dieu nous a données. Barça qui bat une équipe 3-0, match retour 4-0. Vous imaginez une équipe qui gagne 1-0 sur le terrain de l'autre équipe, qui au match retour a déjà marqué 2-0 en première mi-temps et en deuxième mi-temps est éliminé. Les règles du jeu étaient claires. Pardon? Les règles du jeu sont claires. Les arbitres ont bien sifflé. Et puis, ça ne siffle pas bien en politique. Je vous donne un exemple. Parce qu'on a tendance à penser que les règles du jeu ici sont mieux sont mauvais plus que les règles du jeu ailleurs. Regardez aux États-Unis, un président qui est dans les faussetés, dans les dribleries, dans les mensonges, dans les crimes, dans ceci, et on n'arrive pas à le poursuivre. Et on ne dit rien. Ça, c'est beau. Il faut applaudir. Du moment où on dit que c'est les États-Unis. Non. Je vous dis, ne nous focalisons pas sur ce sur quoi nous n'avons pas d'influence. Focalisons-nous sur ce sur quoi nous avons d'influence. Il y a les élections municipales à venir. Il y a possibilité que l'opposition puisse remonter la tête à partir de là. À partir de là, les rapports de force vont commencer par changer. Et c'est à partir des rapports de force qu'on peut obtenir des choses. Mais rester là et dire que le président doit, j'aimerais bien vous voir président et voir en train de concéder à vos opposants le pouvoir de vous mettre en prison, le pouvoir de vous priver de respirer. Non, réfléchissons et raisonnons et mettons-nous à la place du régime en place. De toutes les façons, tant que l'opposition togolaise ne va pas s'organiser. Oui, on dit souvent que les élections sont volées au Togo. Moi, mon intime conviction, c'est que les premières élections de Faure, il y a 14 enfants, on n'a pas gagné. Mon intime conviction, c'est ça. Mon intime conviction, c'est que les élections, il y a 9 ans, on ne sait pas qui a gagné. Mon intime conviction, c'est que les élections, il y a 4 ans, Faure a gagné propre. Pourquoi ?
parce qu'en temps, l'opposition a perdu son poids lourd, Jikis Olympio, qui avait et les moyens et les cadres pour accompagner la dynamique de l'opposition. Il faut réorganiser tout ça et non se focaliser sur fort, parce que le docteur Simonton a dit, si vous croyez que ce qui vous arrive est la faute des autres, vous n'allez jamais guérir. Et le problème du peuple togolais, c'est qu'il ne guérit pas parce qu'il pense que ce qui lui arrive est la faute de la famille Yassine. Votre réaction. Non, mais il faut... Sans faire un peu d'historique, nous allons peut-être piétiner, trouver tort ou raison à n'importe qui. Dans les revendications d'avant les législatives, l'opposition togolaise avait demandé sérieusement que l'on revienne à l'ancienne constitution de 92. De 92, par exemple. Ce qui n'arrangeait pas le régime en face, pas du tout. Mais quand on soupèse bien les choses, on se rend compte qu'il était quand même temps que le régime fort puisse concéder à l'opposition cette requête-là. Parce qu'il faut concéder en politique. Non, mais s'il n'y a pas de concession, même en politique, on ne peut même pas avancer, maître. Concéder à des gens qui n'ont pas un seul député aujourd'hui. Aujourd'hui, vous parlez d'aujourd'hui, mais j'ai parlé d'avant les législatives. Les législatives. Mais ce qu'on leur avait refusé, on sait que ça fâche. Et qu'en leur refusant ça, ils ont été analysés, les animateurs de l'opposition. Effectivement, on leur a refusé ce qu'ils demandaient. C'est ça qui les a fâchés. Et eux, n'ayant pas bien fait les calculs, ils n'ont pas pris part aux législatives. N'ayant pas bien fait les calculs. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'on leur a refusé un certain nombre de revendications qu'ils trouvaient primordiales à l'époque, enfin, un peu avant décembre. Et ils pensaient encore que la CEDEAO, qui était aux manettes, allait contraindre le pouvoir à faire face à ces réalités. Puisqu'en réalité, tout avait été signé. C'est là, dans l'application, que le gouvernement n'a pas respecté ce qui avait été retenu d'être fait. Et c'est ça qui a amené l'opposition à ne pas compétir. Et là, je ne suis pas d'accord. L'opposition aurait dû compétir. Je suis là encore là-dessus. Ben, lorsque le coach dit que l'opposition va tout rattraper, mais ne voyons pas l'opposition à travers Jean-Pierre Fabre et autres, Atadam ou autres. Non. L'opposition, c'est aussi des citoyens togolais, des millions de citoyens derrière. L'opposition, c'est pareil. Ce n'est pas un certain Yahi au Bénin, ni Soglo, ni Azanaï. C'est des milliers de millions. Et ça, on l'a vu après ces élections contestées. Donc, en faisant ce genre de reflet, on ne doit pas seulement voir les meneurs. Il faut voir le peuple derrière, qui exige à travers les porte-voix, qui sont Pierre Fabre et autres, qui portent la voix de cette population. On dit, même si l'opposition remporte les locales, pour ma part, le jeu n'est pas encore joué. Ça, c'est vrai. Le vrai pouvoir, ce n'est pas les responsables à la base qui tiennent les manettes du pouvoir. C'est plutôt à l'Assemblée que ça se gère. Et Dieu seul sait, si on n'en a pas encore pour 2 bonnes décennies. En quelques secondes, l'utilité de ces organisations africaines comme la CEDEAO, l'Union africaine, qui viennent dans les pays sans pour autant aider à résoudre quelque crise que ce soit, selon vous? Et c'est-à-dire, c'est un mal nécessaire. Il faut forcément qu'il y ait des intermédiaires et en cas de crise qui tentent des conciliations. Sinon, ce n'est pas forcément efficace. Ce n'est pas efficace parce que ce sont encore un conglomérat de dirigeants. Oui. Patrick Amokoyon, rapidement. Très utile, même si parfois on a l'impression que ça tarde. Et sachez une chose, beaucoup de pays ont le sentiment que la CEDEAO les a lâchés. Mais la CEDEAO, il y a des graduations, il y a des étapes. Ces pays n'ont pas encore fini d'éplucher toutes ces étapes. N'oubliez pas que la CEDEAO a été capable d'aller déloger le président gambien. C'est toujours possible, mais il y a différents paliers
qui sont en train d'être faites. De toutes les façons, je crois que la CEDEAO a été utile au Togo parce qu'il a fait une médiation. En face, il y avait des gens qui n'avaient pas de stratégie. Les autres en avaient. Ils ont eu à tirer leur épingle du jeu. Et c'est comme ça. Et Patrick Amampoyon, vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Merci à vous. Face à vous aujourd'hui, Josper Zoanago, journaliste, analyste, directeur de publication du quotidien béninois La Dépêche. Messieurs, merci. On a parlé du Togo aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission.